Tous les projets ne servent pas à devenir une startup. Quand tu es développeur, à un moment donné, tu commences à accumuler énormément de projets. Certains servent à apprendre, d'autres servent à gagner de l'argent, certains servent simplement à répondre à une question ou tester une idée, et parfois, certains projets finissent par devenir suffisamment importants pour qu'on décide réellement de les pousser sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Avec le temps, je me suis rendu compte que la majorité des projets sur lesquels j'ai travaillé pouvaient rentrer dans 4 grandes catégories. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces 4 différentes catégories, de ce qu'elles peuvent apporter un développeur, mais aussi vous partager quelques-uns de mes projets. Et bien entendu, on peut distinguer tout ceci par que ce soit la SaaS qui devait potentiellement vous rendre riche, le projet pour apprendre une technologie, pour devenir expert mobile par exemple, et sûrement votre projet client, je pense peut-être qu'il n'est pas le meilleur que vous aimez d'entre tous, mais qui vous rapporte de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un projet peut très bien commencer par une catégorie et finir dans une autre. Les side projects, et personnellement, je pense qu'il existe 2 grands types de side projects. Lorsqu'on en parle, il faut pouvoir les distinguer. Moi, je les dissocie comme ceci, les projets pour monter en compétences. Alors, le premier objectif, il est très simple, apprendre quelque chose. C'est vraiment ça l'objectif d'un side project. Ça peut être un nouveau langage, un framework, une architecture, une API, se documenter sur l'intelligence artificielle, la blockchain, une nouvelle manière de pouvoir déployer une application, une technologie que vous n'avez jamais utilisée réellement. Bref, il y a énormément de raisons pour pouvoir se lancer sur un side project. Mais ce type de projet, l'objectif n'est pas forcément d'avoir des utilisateurs ou encore moins de se faire de l'argent, mais l'objectif principal, c'est de pouvoir transformer une connaissance théorique en une connaissance pratique. Parce qu'il y a selon moi une énorme différence entre j'ai regardé une formation sur cette technologie et j'ai essayé de construire quelque chose avec cette technologie. On peut regarder énormément de vidéos, vous savez, que ce soit des tutos sur YouTube, lire énormément d'articles et suivre pas mal de formations, notamment sur des plateformes comme Udemy et bien d'autres. Mais à un moment donné, il faut pouvoir produire quelque chose. Et même si c'est mauvais, même si personne ne l'utilise, ou même si c'est des tests, même si le projet va finir sans doute dans un repo que vous n'ouvrirez plus jamais, le projet aura quand même rempli son objectif, c'est-à-dire vous aider à apprendre quelque chose. Eh bien, ce fut le cas moi, par exemple, lorsque j'ai voulu me lancer dans tout ce qui est développement mobile. Le tout premier projet, ou l'un des tout premiers, c'était de pouvoir répliquer, par exemple, l'interface de Facebook. Parce qu'en ce temps-là, c'était une plateforme que je trouvais, et que je trouve toujours très bien d'ailleurs. Et je me disais, si j'arrive à reproduire cette plateforme d'un point de vue UI, design, et qu'elle est vraiment fonctionnelle sur une application ou sur un téléphone, alors j'aurais accompli quelque chose. À présent, le deuxième type de side project, c'est celui qui pourrait potentiellement devenir un business. Alors, il y a une deuxième sous-catégorie ou catégorie de side project, c'est celui qu'on commence, on va dire, plutôt tranquillement, et 3 jours plus tard, on est déjà sur un Excel en train de se dire, ou de faire des calculs pour se dire, si j'ai 10 000 utilisateurs et que tous y paient, je sais pas moi, 10 € par exemple, alors ça me ferait telle rentrée d'argent. Là, on rentre progressivement dans un mindset ou ce que j'appelle le money game, tout simplement. Au départ, ça reste un side project, mais petit à petit, les questions changent et on commence par réfléchir non plus uniquement à la technique, mais on se pose des questions du style est-ce que ou qu'est-ce que je suis capable de construire avec ceci? On commence à se demander est-ce que quelqu'un en a réellement besoin? Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer? Est-ce que, par exemple, qui seront mes utilisateurs? Quel est le type de persona que je vise? Comment est-ce que je vais distribuer l'application pour qu'elle soit connue? Est-ce que ce projet pourrait devenir plus tard une entreprise? Et c'est souvent comme ça que certains projets, side projects, deviennent beaucoup plus sérieux. Par exemple, ça a été le cas avec Wori, même si le premier MVP de Wori, j'avoue que c'était pour essayer de comprendre un peu l'écosystème de tout ce qui est social media, comment rendre ou faciliter l'expérience utilisateur à ce niveau-là. Au fur et à mesure, c'est un projet que j'ai pris au sérieux et jusqu'à ce qu'il ne finisse sur les stores, notamment que ce soit Apple ou Play Store. Deuxième type de catégorie de projet, ça c'est plus les projets clients. Alors, la deuxième catégorie pour moi, c'est des projets clients. Et soyons sérieux 2 secondes, la motivation principale derrière un projet client, elle est généralement assez simple. On vient vous voir pour une prestation de service et en contrepartie, financier bien sûr, la plupart du temps, le client vous propose son idée et c'est à vous de réaliser ces dernières-là. Donc, le client ne vous appelle généralement pas pour contribuer gratuitement, c'est très rare
sur son projet ou même vous faire développer, je sais pas moi, parler de développement personnel. Mais cependant, je pense que réduire juste un projet client à une rentrée d'argent serait très réducteur parce que ça va au-delà de ça. Parce que les projets clients vous apprennent quelque chose que les side projects ont parfois du mal à vous apprendre. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué de mon expérience personnelle. La contrainte. Par exemple, sur un projet perso, quand vous commencez par travailler sur un projet personnel, si une fonctionnalité devient un peu trop compliquée, on pourrait avoir tendance à se dire, c'est pas grave, je vais la sortir dans une version 2, dans une version 3, jusqu'à ce qu'on n'y touche plus carrément. Lorsqu'on travaille pour un client ou sur un projet client, c'est légèrement différent. La fonctionnalité qui est prévue pour mardi, nous sommes mardi. Et du coup, quelqu'un va probablement venir vous demander ce dont on avait parlé, où est-ce qu'on en est? Parce que le client, il paie généralement, c'est une contrepartie financière. Après, ça peut être des parts, ça dépend des types de projets. Mais le client va très souvent vous confronter à une deadline. Et ça fait sens. Que ce soit par exemple parfois des contraintes métiers sur lesquelles vous serez challengé à réfléchir ensemble avec le client sur la façon dont vous devez travailler un produit, le peaufiner, comment chercher des utilisateurs ou comment est-ce que les utilisateurs, une fois le produit déployé, utiliseront cette solution par exemple. Il y aura également d'autres types de sujets, notamment par exemple que ce soit sur des discussions en termes d'architecture existence, les choix qui ont été faits, les choix techniques que peut-être vous aurez mis en place mais qui avec le temps devront évoluer ou faire évoluer par d'autres personnes. Et c'est justement ce qui rend, je dirais, les projets clients beaucoup plus intéressants. Un side project, par exemple, va vous apprendre à construire, mais le projet client vous apprend à construire avec des contraintes. Et surtout, il vous permet souvent de découvrir des domaines métiers que vous n'aurez jamais explorés personnellement, que ce soit par exemple dans la finance, dans l'automobile, dans la santé, dans l'IA, dans la logistique, dans l'e-commerce, énormément de domaines métiers que personnellement, lorsqu'on est sur sa machine, soit c'est des choses qui ne nous intéressent pas à première vue ou des choses vers lesquelles on ne se penche pas forcément. Alors que les projets clients, ils vous offrent ce genre d'opportunités ou même de portes. À présent, on va parler d'une catégorie que je pense que beaucoup n'expriment pas assez souvent. C'est les projets de découverte ou de R&D si vous voulez. C'est vrai que dans la conception générale, quand on entend le mot R&D, on se dit « Ah, peut-être que ça fait référence à un doctorat, il faut passer tel ou tel temps dessus. » Et je vous garantis que non, ce n'est pas le cas. Donc cette catégorie-là, c'est une catégorie dont on parle quand même assez moins. Donc les projets de découverte, ou ce que j'appellerais quand même des projets de recherche et développement, ils ressemblent parfois beaucoup au side project, mais leur objectif principal, contrairement au side project, n'est pas exactement le même. Dans un side project classique, vous pouvez vous dire, je veux apprendre ces technologies, par exemple, et l'objectif à la fin, c'est juste d'apprendre la technologie. Donc, dans un projet de découverte, la question est plutôt, je veux savoir si quelque chose est possible dans la plupart des cas. Donc, par exemple, est-ce que cette architecture que j'ai lue en ligne, si je la confronte avec une autre idée que j'ai, est-ce qu'elle peut fonctionner, par exemple? Est-ce que cette technologie peut résoudre ce problème? Ou, je ne sais pas moi, est-ce que l'IA peut réellement automatiser cette tâche? Parce que vous ne le savez pas, c'est une réponse que vous cherchez, ce n'est pas forcément un tuto que vous avez regardé, mais vous vous posez la question, est-ce qu'il existerait une meilleure manière de résoudre tel ou tel problème? Et la particularité de ces projets, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'aboutir à un produit. Ça veut dire que ça peut être sur une partie de fonctionnalité sur laquelle vous travaillez, et par moment, même arriver à une conclusion sur laquelle ah ok, j'ai testé ceci, ça ne fonctionne pas, mais le non, ça ne fonctionne pas reste tout de moins une réponse par rapport à vos attentes initiales. Parce que le véritable résultat du projet n'était pas forcément de créer une application par exemple. Ce que vous cherchiez, peut-être en le lançant, c'est plus une réponse. Donc qu'elle soit positive ou négative, elle demeure tout de moins une réponse et donc arriver à la conclusion selon laquelle votre projet, parce que je ne cherche plus uniquement à apprendre forcément un nouveau framework ou que vous étiez en train de tester quelque chose de nouveau, au final, vous avez votre réponse. Voilà. À présent, parlons de la catégorie D, les projets sérieux. Enfin, il y a des projets sérieux et cette catégorie est légèrement différente par rapport aux autres. Parce qu'un projet sérieux peut venir techniquement de n'importe où. Donc, il peut commencer comme un side project d'un côté, il aurait pu commencer comme un projet de recherche, RD si vous voulez, ou juste une idée de business,
Pour certains, d'aucuns diront qu'ils viennent d'une frustration personnelle et parfois même un problème rencontré chez un client, par exemple. Vous finissez une mission pour un client, ensuite vous découle une autre idée selon laquelle j'ai travaillé pour de nombreux clients, ils ont cette problématique-là, pourquoi est-ce que je ne créerais pas une solution qui répond à ce besoin? Pour les projets sérieux, la différence n'est généralement pas l'origine du projet. La différence est surtout au niveau de l'engagement, je dirais. Donc par exemple, à partir du moment où vous commencez réellement par prendre le projet au sérieux, même votre manière de travailler techniquement elle change. Ça veut dire, vous ne réfléchissez plus uniquement à comment est-ce que je peux construire ça, mais vous réfléchissez à comment est-ce que je peux maintenir ça, par exemple. Si je rajoute d'autres fonctionnalités, qui va utiliser le produit, comment améliorer l'expérience utilisateur, comment récupérer par exemple, je sais pas moi, des feedbacks, comment trouver des utilisateurs, comment distribuer le produit ou comment le monétiser par exemple. Donc vous commencez à accepter la partie, on va dire, beaucoup moins sexy d'un projet parce que quand on crée un nouveau projet, c'est toujours excitant. Si vous avez l'habitude de lancer des projets, vous vous rendez compte que c'est toujours bien au départ, mais choisir les technologies, par exemple, créer l'architecture, faire le premier design, tout ça, c'est extrêmement stimulant la plupart du temps. Mais maintenir un projet sur la durée, des mois, des années, corriger les bugs, répondre aux utilisateurs, réfléchir à comment améliorer l'existant, refaire quelque chose que vous pensiez terminer, par exemple gérer les stores, gérer l'infrastructure, reprendre l'onboarding, comparer aux existants, les concurrents, améliorer ce qui existe, regarder les analytiques, essayer de comprendre pourquoi les utilisateurs ne reviennent pas. Disons que c'est la partie la moins sexy d'un projet, mais quand même qui prouve que le projet devient de plus en plus sérieux. Parce qu'un projet sérieux, il ne survit pas uniquement grâce à l'innovation du début, surtout. Donc il continue d'exister une fois que l'excitation initiale, elle a disparu. Et maintenant, on pense à comment continuer par faire développer le projet progressivement. Donc voilà. Alors, au fur et à mesure, on ne réfléchit plus forcément à comment coder cette fonctionnalité, mais on commence à réfléchir à pourquoi est-ce que je construis cette fonctionnalité? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Ça se poser des questions du type, est-ce que quelqu'un en a réellement besoin, par exemple? Ou comment est-ce que quelqu'un va découvrir mon produit, notamment la distribution, comment cette personne, elle reviendra demain, par exemple. Donc à ce niveau-là, le code reste extrêmement important, mais ce n'est plus que le facteur principal. Ça veut dire il n'est plus l'une des nombreuses composants du projet, il n'est plus que l'une des nombreuses composantes du projet parmi tant d'autres. Donc, il y a un point important à comprendre. Alors, ces catégories, j'ai essayé de les scinder comme ça, mais elles ne sont pas du tout définitives. Un projet peut très bien évoluer, par exemple, depuis le side project vers le projet de découverte, vers le projet sérieux, ce qui est tout à fait possible. Vous commencez simplement parce que vous voulez apprendre quelque chose, par exemple. Donc, puis vous réalisez que vous êtes en train de construire quelque chose qui répond potentiellement à un besoin. Après, vous commencez à creuser, vous trouvez quelques utilisateurs, puis quelques-uns vous demandent « Est-ce que je peux payer pour utiliser cette fonctionnalité ?» Ça veut dire que votre produit intéresse. Et soudainement, j'ai envie de dire, votre petit projet de dimanche est devenu beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraissait au tout départ. Donc, à l'inverse, il y a plusieurs projets qui souvent se dit ça va devenir la prochaine licorne, on commence, puis ça finit dans un repo oublié. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive, peut-être parce que je me dis c'était pas le bon moment pour le lancer, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours bien de commencer un projet. Pourquoi un développeur devrait continuer à faire des projets? Alors, c'est vrai que c'est un débat qui parfois suscite un peu d'intérêt, notamment sur LinkedIn ou d'autres réseaux, mais dans mon cas, je pense avoir travaillé quand même sur la plupart des catégories que j'ai évoquées un peu plus tôt, et d'ailleurs, je continue aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais, que je trouve quand même amusant. Parce que je trouve que les projets apportent plusieurs choses extrêmement importantes, notamment pour un builder. Que ce soit continuer d'apprendre, premier facteur. La technologie, c'est quelque chose qui évolue constamment. Les outils changent, les architectures, les usages, il y a beaucoup de choses. Donc, construire régulièrement permet de pouvoir rester exposé d'une manière ou d'une autre à ce qui est nouveau, ou du moins. Il y a également d'autres paramètres comme par exemple, je dirais, mesurer réellement ce qu'on sait faire. Au bout de ce que vous savez faire il y a de là 6 mois, avec tout ce que vous avez appris, 6 mois plus tard, 1 an, 2, voire 3 ans plus tard, vous pouvez vous dire, ok, je reprends tel projet qui ne marchait pas, d'ailleurs j'en lance un nouveau pour voir, est-ce que ce que je n'arrivais pas à faire il y a de cela quelques temps, est-ce que j'arrive à le faire maintenant? Ou
Peut-être que ça va même vous pousser à vous dire, bah, je connais telle ou telle nouvelle façon de faire, essayons d'appliquer, voir si on n'en trouve pas une autre. Donc, il y a 1001 raisons. Troisième point, également, ça vous aide à construire votre propre historique. Ça veut dire que ce soit lors d'un forum, quand vous allez discuter avec d'autres personnes, vous avez, j'ai envie de dire, de quoi leur partager par rapport à vos expériences, que ce soit en entretien, que ce soit quand vous discutez avec d'autres builders, par exemple, que ce soit avec d'autres personnes qui ont déjà testé des produits de la même niche. Même votre simple retour d'expérience pourrait être utile pour eux et inversement, par exemple. Pour continuer à progresser en tant que dev ou même builder, voilà, ce n'est pas uniquement de consommer davantage d'informations, mais parfois c'est juste de se poser 1 heure, 2 heures par semaine, peu importe le temps que vous pouvez allouer en fonction de vos autres préoccupations, de se dire, j'ai mon petit projet, inutile si on peut le dire comme ça ou pas, même des projets qui vont échouer, ce n'est pas grave, mais pouvoir se dire, ok, je teste des choses, voir telle ou telle chose, comment ça marche, et je trouve que, bah, techniquement, ça aide énormément. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, faites-moi savoir en commentaire et on se dit à la prochaine. Au revoir.